de comprendre comment les choses s'organisent euh, sous l'empire des plateformes et aussi comment elles pourraient s'organiser différemment si jamais des formes plus coopératives venaient à se structurer pour occuper les mêmes espaces, pour aller vite. Hein. Et donc, c'est la teneur de la candidature des coopératives à tenir l'espace qui est finalement l'objet de l'analyse. Et pour cela, eh bien, on a besoin effectivement d'analyser l'existant et de comprendre comment les plateformes s'inscrivent dans les paysages qu'elles prétendent disrupter, pour prendre le vocabulaire consacré par les entrepreneurs des plateformes. Alors, moi, je vais vous présenter l'analyse des économistes industriels telle qu'elle a été proposée dans le rapport. Et l'approche en question, c'est l'approche que nous avions développée autrefois, quand on était jeune, sur l'automobile, qui est l'approche en termes de modèle productif, approche qui est caractéristique de ce que le GERPISA a structuré comme recherche sur l'automobile autrefois, et qui consiste effectivement à comprendre comment des manières ou des modèles d'affaires, si vous voulez, se structurent dans une industrie et se font concurrence dans une industrie. S'agissant du modèle des plateformes, eh bien, on va, comme économiste, reprendre les travaux qui ont été faits par nos collègues sur ce qu'on appelle les modèles bifaces et trifaces, pour montrer que dans le cas des plateformes de repas à domicile, on est dans le cas de modèles trifaces qui ont un certain nombre d'exigences en termes de profitabilité qu'on identifiera. Et ça nous conduira à envisager les plateformes de livraison de repas à domicile dans deux univers sectoriels dans lesquels ils prétendent s'inscrire. L'univers de la restauration hors domicile, l'univers de la restauration, pour aller vite, et puis l'univers de la logistique du dernier kilomètre, puisque au fond, les secteurs qui sont censés être disruptés, entre guillemets, par les plateformes sont ces deux-là. Et donc, on conclura sur ces bases-là au caractère très peu soutenable des modèles du type Deliveroo ou Uber Eats, si on veut bien identifier les contraintes productives et de profitabilité qui pèsent sur les entreprises d'ordinaire. Alors, la question de la soutenabilité, elle est donc posée dans les termes de l'approche des modèles productifs. Donc, il s'agit de comprendre les conditions économiques et sociales de pérennité d'un modèle. Il s'agit d'analyser les modèles qui sont adaptés, qui sont éventuellement pluriels. Et puis, il s'agit aussi quand même d'identifier les incohérences quand elles existent pour évaluer le degré de soutenabilité des modèles candidats à s'inscrire dans un espace concurrentiel. Donc l'idée originelle, c'était de considérer que dans aucune industrie, il n'y a de one best way, et il y a généralement coexistence de modèles distincts. Donc on avait montré typiquement dans l'automobile que le toyotisme n'était pas un espèce de rouleau compresseur qu'on porterait tous sur son passage, qu'il y avait effectivement des modèles du type Honda, etc., qui étaient susceptibles d'occuper le même espace. Donc on va reprendre un peu cette idée-là. Et ça conduit effectivement à raisonner en termes de sources de profit et d'organisation pour évaluer la teneur des propositions d'innovation qui sont caractéristiques des plateformes dans les univers concernés. Donc, si on retient cette approche-là, on va dire, au fond, les entreprises de plateforme, elles prétendent se développer selon des modèles qu'on appelle dans la littérature économique des modèles trifaces. Donc, c'est ce qu'on appellerait, si vous voulez, des modèles B2B2C, c'est-à-dire que la plateforme, elle se présente comme un prestataire, au fond, pour trois catégories d'opérateurs, pour trois catégories d'agents économiques, si vous voulez. Les producteurs de repas qui recourraient à elle pour livrer, les livreurs qui recourraient à elle pour trouver du boulot, et puis les consommateurs qui recourraient à la plateforme pour obtenir livraison des repas. Et finalement, c'est à l'interface de ces trois éléments-là que la plateforme prétend faire son boulot, et c'est vrai que c'est en jouant d'une face vers l'autre face qu'elle se développerait. Donc typiquement, si je veux avoir beaucoup de consommateurs, il faut que ma livraison soit très peu chère, donc je vais jouer sur ce créneau-là. Mais pour obtenir cela, il va falloir que je fasse éventuellement payer les restaurateurs pour prendre en charge les coûts que ne prennent pas en charge le consommateur. Et puis, une fois que, un peu comme les dealers d'héroïne, si vous voulez, une fois que le consommateur est accro à la livraison, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais lui faire payer, comme on fait payer la dose d'héroïne une fois que le client est accro. Donc, c'est ça, en gros, le jeu économique des plateformes. Et puis, les livreurs, c'est un peu la même histoire. Au début, pour pouvoir en avoir beaucoup, on les paye pas mal. Et puis, à mesure qu'ils sont accros au boulot qu'on leur a donné, on baisse les tarifs. Donc, c'est un peu ce jeu-là qui est décrit comme étant le modèle des plateformes. Et évidemment,
le jeu, c'est d'être ensuite dans une position où non seulement on a obtenu du consommateur qu'il soit accro à la livraison, mais qu'il soit plutôt accro à la livraison de Deliveroo plutôt que Uber Eats, de Uber Eats plutôt que Deliveroo, etc. Donc c'est ce jeu-là qui est au cœur de l'économie des plateformes. Évidemment, vous comprenez bien que pour un économiste, la question c'est est-ce que ces gens-là vont faire du profit si leur but c'est de recruter du monde? Et ce qu'on observe quand on regarde l'équation de profit d'une plateforme, c'est que c'est infiniment compliqué pour elle de dégager des profits. Et généralement, comme on le verra à la fin de cette présentation, pour laquelle il va falloir que j'accélère, eh bien, les entreprises de plateforme perdent de l'argent et ne survivent finalement, ne sont soutenables finalement que parce que les marchés financiers veulent bien croire en la promesse future de gains qui ne viennent jamais ou qui pour l'instant ne sont pas venus pour la plupart des plateformes que nous étudions. Alors ça nous conduit effectivement à dire, bon, au fond, quand on regarde la manière dont il se positionne face aux producteurs de repas d'un côté et il se positionne face aux livreurs de l'autre. Et donc, il y a deux secteurs qui sont organisés sur un certain mode traditionnellement, qui sont censés être réformés, qui sont censés se livrer, au fond, aux plateformes pour réformer leurs pratiques. Quand on regarde ces deux secteurs-là, ce que nous avons fait dans le rapport, donc là je vais aller très vite sur 40 pages du rapport ou 50 pages du rapport, on s'aperçoit qu'effectivement, la restauration hors domicile, noté ici RHD, est un secteur en grande croissance, mais sa croissance avait tendance à plafonner en quelque sorte, et la livraison à domicile, c'est une espèce de nouvelle frontière qui est offerte au McDo et compagnie, pour aller chercher des clients qui ont la flemme d'aller au restaurant et qui éventuellement pourraient acheter à ces prestataires-là si on les livrait à la maison. Donc c'est ainsi que la proposition des plateformes est formulée à l'endroit de ces opérateurs-là. Évidemment, vous imaginez bien que quand on a en face de soi des gens qui achètent quelques dollars un hamburger, il ne faut pas leur facturer la livraison trop chère pour qu'ils veulent bien adhérer à l'offre. Et donc ceci dessine une fenêtre de tir, si vous voulez, pour les plateformes de livraison, qui est d'autant plus large que la livraison est gratuite, mais dans ces cas-là, les profits vont être problématiques. Et donc, il y a effectivement une volonté de convaincre essentiellement les investisseurs qu'il n'y aura de salut qu'à travers la livraison à domicile. Pour ça, vous avez des taux de croissance qui sont phénoménaux et qui sont éventuellement très séduisants, mais très vite, quand on, par exemple, on va dans la presse spécialisée pour les restaurateurs, on s'aperçoit que des doutes émergent. Les gens se demandent, est-ce que les plateformes sont incontournables? Est-ce que les algorithmes qu'elles nous présentent comme étant absolument merveilleux pour savoir ce que veulent exactement les consommateurs sont si infaillibles que cela? Est-ce que la demande est solvable? Est-ce que la qualité de la livraison ne va pas être un problème pour certains des consommateurs selon le type de repas que je livre? Est-ce que finalement, il y a compatibilité entre la volonté dans laquelle je suis d'utiliser la livraison à domicile pour faire davantage de business et puis la qualité de mon service à table? Parce que si je passe mon temps à servir les livreurs qui sont en train de piaffer à la porte, est-ce que je vais servir correctement les gens qui sont dans ma salle? Est-ce que je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre? Toujours tout ceci pour dire que, a priori, l'incontournabilité de la plateforme de livraison à domicile pour la restauration à domicile n'est pas aussi évidente que ce qu'on aurait pu penser au départ. Et c'est vrai que si pour la pizza et pour le burger, c'est relativement plausible, ça ne l'est que parce que la livraison est très peu chère, voire gratuite. Pour le reste, pour le cœur de la restauration hors domicile, en France en particulier, qu'est le service à table, et bien là, il y a une capacité de conviction des plateformes qui est très faible. Si je me place sur l'autre terrain, qui est le terrain de ce qu'on appelle la logistique urbaine ou la logistique du dernier kilomètre, là, je m'aperçois qu'évidemment, on a aussi un secteur qui est très structuré, qui a des habitudes, auxquelles on applique un certain nombre de régulations. Et la proposition, par exemple, de Uber Eats, mais d'autres opérateurs comme Glovo, c'était de dire nous sommes les nouveaux logisticiens et nous allons faire beaucoup mieux que ne le faisaient autrefois les entreprises de logistique le même travail. Donc, si vous voulez, vous prenez Amazon et sa livraison, c'est un peu conçu sur ce. En fait, on s'aperçoit assez vite que il y a dans le secteur de la livraison des traditions, et en particulier des traditions qui tournent autour de l'organisation des tournées, qui étaient relativement efficaces,
qui était relativement convaincante, et puis qu'il y a eu un moment où on a dit, bah, les gens, les consommateurs, ils ont pris l'habitude avec Netflix, avec, je sais pas quoi, Spotify, etc., d'avoir une satisfaction qui était assurée immédiatement. Et au fond, ce qu'ils veulent avec la livraison à domicile, c'est avoir sur la livraison de leur repas à peu près la même chose que ce qu'étaient leurs expériences numériques. Et dans ce cas-là, vous imaginez une livraison qui soit quasiment transparente, qui soit quasiment immédiate, hein, alors même que, comme on l'a vu plus haut, il faut qu'elle soit très peu chère. Hein. Et donc là, vous avez une espèce de contradiction dans les termes qui n'est soluble qu'à condition que vous ayez des gens qui soient très mal payés, mais même quand ils sont très mal payés, ils sont encore trop payés, hein, et des gens qui aient des véhicules qui coûtent le moins cher possible, hein, et donc pour lesquels il ne faut pas que vous ayez de contraintes. Donc si c'est le vélo, c'est bien, sauf que quand il faut aller un peu loin pour que les courses soient faites, il faut que ce soit un 2 roues, mais ce 2 roues, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop exigeant, surtout pas électrique, et si possible pas assuré, hein, ou en tout cas, il faut mieux pas vérifier qu'il le soit, hein, et tout ceci destine au fond un espace dans lequel ni sur la livraison de repas, ni sur la logistique proprement dit, les plateformes n'ont une proposition qui apparaît comme étant incontournable, ou comme étant complètement convaincante ou complètement soutenable. Hein. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que quand nos collègues sociologues vont travailler, ils vont constater que les conditions d'emploi, il faut qu'elles soient au départ centrées sur les étudiants, mais à mesure que le modèle se développe, il faut aller chercher plutôt des sans-papiers parce que les étudiants, on a du mal à les conserver comme employés parce qu'on a une croissance et puis on a surtout des conditions qui sont économiquement tellement difficiles qu'il faut dégrader le travail pour pouvoir rester dans la fenêtre de tir offerte. Hein. Donc ça conduit effectivement à ce qu'on constate finalement que le modèle triface qui est promu typiquement par Deliveroo, hein, mais aussi par Uber Eats, c'est le modèle qui est le plus compliqué à structurer, le plus difficile à rendre convaincant. Hein, ce qu'on a constaté quand on a regardé les choses, c'est que les entreprises qui étaient sur des modèles bifaces, c'est-à-dire qui ne géraient pas les livreurs, qui se contentaient d'offrir aux consommateurs un endroit où ils allaient trouver des repas livrés à domicile, la livraison étant assurée par le restaurateur en général lui-même. Cela, ça marchait à peu près, hein, parce que effectivement, les restaurateurs désireux de livrer et de trouver des consommateurs qui ne viennent pas dans leur salle, ils étaient susceptibles de payer. Et du coup, des plateformes du type des plateformes bifaces arrivaient à vivre assez bien tant qu'elles ne s'encombraient pas de la livraison. Hein. Évidemment, quand les Deliveroo et les autres se sont mis à proposer cette prestation-là, au fond, l'idée qu'on avait une livraison qui était quasi gratuite s'est imposée. C'est ça qu'ils ont essayé de proposer, hein, cette idée d'une livraison qui était immédiate et très peu chère. Et ces modèles-là, ils ont finalement chassé les modèles bifaces et on s'est retrouvé avec des situations qui étaient celles-là, hein, c'est-à-dire en gros, moi je vais révolutionner et la restauration à domicile et la logistique avec ce modèle triface. Je vais pour cela vous dire que je vais être ce qu'on appelle les winner takes all, je vais être celui qui va prendre toute la place. Hein. Pour cela, je vais vous demander de soutenir mon effort pour m'imposer comme étant le seul acteur convaincant, hein, et ça va me permettre de croître. Et effectivement, ce que Deliveroo a fait, c'est ça. Mais comme vous le voyez, hein, quand vous regardez le résultat net, vous apercevez que, bien sûr, ils ont un chiffre d'affaires qui croît très vite, mais en même temps que leur chiffre d'affaires croît très vite, leur perte croît très vite. Et finalement, la seule manière qu'ils ont eue, hein, la seule manière qu'ils ont trouvée pour rendre leur modèle soutenable, c'est de lever des fonds et de lever des fonds. Hein, et quand vous prenez Just Eat, qui était une entreprise qui était biface originellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'en 2016, ils sont bifaces et ils arrivent à s'en tirer à peu près correctement. Et puis à partir du moment où Deliveroo s'impose auprès des restaurateurs en particulier, avec leur modèle triface, ils sont obligés eux aussi de devenir triface, et à ce moment-là, ils se mettent à faire des pertes, ce qui semble indiquer quand même que, d'un point de vue économique, le modèle des plateformes, il n'est pas soutenable, et qu'il ne survit pour l'instant que parce qu'on a une abondance de liquidité qui a permis au marché financier d'offrir un espèce de modèle de subvention privée qui fait que ces entreprises-là perdurent malgré le fait qu'on ne voit pas trop quelle valeur elles apportent ni aux restaurateurs, ni à la logistique, ni aux consommateurs. Je m'en tiens là.